Dans cette quatrième partie de la physiologie respiratoire intitulée Transport des gaz, nous allons voir comment s'effectue le transport sanguin de l'O2 et du CO2. D'après le plan du cours, il est évident que le cours d'aujourd'hui est, disons, un petit peu court. Et donc, nous allons faire une petite introduction. Et ensuite, on va voir le transport de l'O2, les formes et le devenir de l'O2 dans la circulation sanguine. Et la même chose pour le CO2, le transport du CO2. Premièrement, introduction. L'oxygène capté par le sang dans les poumons, donc l'oxygène qui provient de l'hématose au niveau des capillaires alvéolaires, doit être apporté au tissu pour être utilisé par les cellules. Donc il va être utilisé pour avoir de l'énergie en oxydant les substances énergétiques comme le glucose par exemple. Et donc les cellules vont produire de l'énergie, ainsi le CO2 qui doit être transporté vers les poumons où il sera éliminé. Et de ce fait, nous allons étudier les différentes formes et les manières de transport de ces gaz, expliquant ainsi les mécanismes utilisés. On commence par le transport de l'O2. D'abord, les formes. On va voir les formes d'O2 retrouvées dans la circulation sanguine. L'oxygène contenu dans le sang existe sous deux formes. Nous avons d'abord une forme dissoute, c'est-à-dire il s'agit d'O2 dissous dans le plasma. Il faut savoir qu'il y a très peu d'O2 dissous dans le plasma, environ 1,5% de l'O2 total du sang, car il est peu soluble dans l'eau. Et comme vous le savez, le plasma est composé essentiellement d'eau, et donc il va y avoir une très petite quantité d'O2 dissoute dans le plasma. Cette quantité dissoute est proportionnelle à la pression partielle en O2 du sang. Il faut savoir aussi que cette pression partielle en O2 du sang représente dans la réalité la quantité dissoute dans le plasma. On va voir après pourquoi. Et donc, plus la PO2, la pression partielle en O2 est élevée, plus il y a d'O2 dissous. Il y a seulement 3 mm d'O2 dissous par litre de sang quand il s'agit d'une pression artérielle normale de 100 mm de mercure. Maintenant, la forme d'O2 combinée à l'hémoglobine. Environ 98,5% de l'O2 sanguin est combiné à l'hémoglobine. Il ne contribue pas à la pression partielle en O2 du sang, parce que la pression partielle en O2 reflète la fraction dissoute en O2 uniquement. Pourquoi? Vous allez savoir. L'hémoglobine est une protéine de 64 500 Dalton, constituée de 4 chaînes polypeptidiques et 4 groupements M. Donc, 4 chaînes polypeptidiques, donc de nature protéique, et 4 groupements M. Chaque groupement M comporte un noyau porphyrine et un atome de fer. Donc, un noyau porphyrine et un atome de fer. Elle est contenue dans les globules rouges et elle est capable de combinaisons lâches facilement réversibles avec l'O2. Donc l'O2 se lie au groupement M et donc il s'agit d'O2 lié au groupement M. Donc ce n'est plus une molécule d'O2, c'est de l'O2 lié au fer, FeO2. C'est une autre molécule. Et donc, comme si cette molécule d'O2 est cachée et ne participe pas à la pression partielle en O2 du sang. Donc voilà pourquoi. Deuxièmement, le devenir de l'O2 dans la circulation sanguine. On va voir le rôle de la pression partielle en O2 comme principal facteur de la saturation de l'hémoglobine. Chacun des 4 atomes de fer qui composent l'M de l'hémoglobine, donc chacun de ces 4 atomes de fer, est capable d'accepter une molécule d'O2, de telle sorte que chaque molécule d'hémoglobine est capable
de lier ou de transporter jusqu'à 4 molécules d'O2. On appelle ça la saturation complète de l'hémoglobine. Le pourcentage de saturation de l'hémoglobine dépend essentiellement de la pression partielle en O2 du sang, qui est elle-même en fonction de la quantité d'O2 dissous. Voilà la relation Hb plus O2 est égal va nous donner HbO2, l'oxygène lié à l'hémoglobine. Comme on l'avait dit, la liaison entre l'O2 et l'hémoglobine, plus précisément entre l'O2 et le groupement M, ou le fer de l'hémoglobine, est une liaison faible qui est réversible, non covalente. Et donc, selon la loi d'action de masse, dans une réaction réversible, l'augmentation de la concentration de l'une des substances pousse la réaction dans la direction opposée et vice-versa. Et donc, selon cette relation, on va comprendre petit à petit le mécanisme de saturation et de désaturation de l'hémoglobine. Quand la pression partielle en O2 du sang augmente, donc l'augmentation de la concentration d'O2 dissous, c'est au niveau des capillaires pulmonaires, on va voir l'augmentation de la formation d'HbO2. Donc l'oxygène va se lier à l'hémoglobine. Inversement, si la pression partielle en O2 baisse comme dans les capillaires systémiques, donc l'O2 quitte l'hémoglobine et on aura une désaturation de l'hémoglobine et une diminution de la saturation. Donc selon cette loi, on comprend le mécanisme de transport de l'O2 lié à l'hémoglobine. Maintenant, le rôle de l'hémoglobine au niveau des alvéoles. La diffusion nette d'O2 des alvéoles vers le sang est un phénomène continu, jusqu'à ce que l'hémoglobine atteigne la saturation correspondant à la pression partielle existante. Et donc, à la pression partielle en O2 artérielle normale, qui est de 100 mm de mercure, la saturation de l'hémoglobine sera d'environ 97,5%. On va expliquer à l'aide de cette courbe dessinée en noir et qui représente la saturation de l'hémoglobine en oxygène en fonction de la pression partielle en O2. On voit que la saturation augmente en fonction de la pression partielle. Donc, les deux augmentent en même temps jusqu'à ce que la pression partielle en O2 atteigne son maximum qui est de 100 mm de mercure. Ainsi, la saturation va atteindre son maximum qui est d'environ 97,5% à l'état normal bien sûr. En épongeant l'O2, l'hémoglobine s'oppose à la montée de la pression partielle en O2 et entretient ainsi la différence de pression partielle qui permet la diffusion de beaucoup d'O2 des alvéoles vers le sang. Et on comprend par cela que l'hémoglobine va jouer le rôle de réservoir d'oxygène qui va se remplir en même temps avec l'augmentation de la saturation, plutôt avec l'augmentation de la pression partielle en O2. Maintenant, le rôle de l'hémoglobine dans les tissus. Dans les tissus, la situation est inversée, bien évidemment. Comme la pression partielle en O2 du sang entrant dans les capillaires est plus forte que celle des tissus aux alentours, donc l'O2 va diffuser immédiatement du sang vers les tissus, ce qui fait baisser la pression partielle en O2 du sang et par conséquent la désaturation concomitante de l'hémoglobine. Et il y a donc libération d'O2 à partir de l'hémoglobine, donc d'O2Hb. En conclusion, l'hémoglobine est le grand responsable de la quantité totale d'O2 que le sang peut capter dans les poumons et libérer dans les tissus. Maintenant, en cas d'anémie grave, si la concentration d'hémoglobine est réduite de moitié, la capacité de transport de l'O2 elle aussi sera diminuée de 50%. Maintenant, on passe aux différents facteurs facilitant la libération d'O2 par l'hémoglobine dans les tissus. D'abord, l'augmentation de la pression partielle en CO2 au niveau du sang va déplacer la courbe vers la droite. Ou alors,
en bas de la courbe normale. Et de ce fait, la saturation sera diminuée par rapport au cas normal. Ainsi, la diminution du pH sanguin, la diminution du pH sanguin ou alors l'augmentation de l'acidité. Nous avons ainsi l'augmentation de la température, donc l'activité métabolique produit de la chaleur, et ainsi l'augmentation du 2,3-diphosphoglycérate, qui est un intermédiaire métabolique de la glycolyse et qui intervient dans la régulation du transport sanguin de l'O2 en stabilisant la forme des oxy de l'hémoglobine. La forme des oxy, c'est-à-dire la forme de l'hémoglobine libre non liée à l'oxygène, diminuant ainsi son affinité pour l'O2. Inversement, nous avons bien sûr, en cas de diminution de pression partielle en CO2 ou augmentation du pH, et donc la saturation sera meilleure. On arrive à la deuxième partie du cours, le transport du CO2. Dans un premier temps, les formes du CO2 dans la circulation sanguine. Le CO2 véhiculé par le sang existe sous trois formes. Nous avons une forme dissoute qui dépend, comme l'oxygène, de la pression partielle en CO2 avec une fraction de 10%, donc 10% du CO2 total transporté par le sang. Nous avons une deuxième forme, c'est la forme liée à l'hémoglobine, avec une fraction de 30% du CO2 total. Cette forme liée à l'hémoglobine est appelée carbhémoglobine. Donc, l'hémoglobine liée au CO2 est appelée carbhémoglobine, HbCO2. Le CO2, contrairement à l'O2, se lie à la globine et non pas à l'hème. La globine, c'est la partie protéique, peptidique de l'hémoglobine. Nous avons 4 chaînes peptidiques. Et donc, le CO2 se lie à la globine. L'affinité de l'hémoglobine réduite pour le CO2 est forte que celle d'hémoglobine oxydée, HbO2. Et donc la libération d'O2 dans les tissus facilite donc la capture de CO2 par l'hémoglobine et vice-versa. Nous avons, contrairement à l'O2, une troisième forme, c'est la forme de bicarbonate, HCO3-. Et c'est la forme prédominante de transport de CO2, avec une fraction majoritaire de 60%. Le CO2 est converti dans les érythrocytes en HCO3- par la réaction suivante. CO2 plus H2O via l'anhydrase carbonique nous donne d'abord l'acide carbonique qui est en milieu basique ou en milieu basique ou en milieu neutre. Donc le sang est légèrement basique, nous donne un H+, plus le fameux bicarbonate, HCO3. Le devenir du CO2 dans la circulation sanguine. Au cours de la première étape, le CO2 se combine à l'H2O pour former l'acide carbonique. Cette réaction est lente dans le plasma, mais rapide dans les érythrocytes en présence de l'enzyme anhydrase carbonique. Et donc après, cet acide carbonique va se dissocier en ion H+, et bicarbonate, HCO3-. Ces ions H+ accumulés dans les érythrocytes à la suite de la dissociation de l'acide carbonique vont se lier à l'hémoglobine. Et du fait que seuls les ions H+ libres et dissous contribuent à l'acidité, donc on sait tous que le pH c'est l'inverse de la concentration des H+, et donc les H+ libres et dissous contribuent seuls à l'acidité d'une solution. Le sang veineux serait plus acide que le sang artériel si l'hémoglobine n'épongeait pas la plupart des ions H+ formés dans les tissus, et donc un autre rôle joué par l'hémoglobine. Il faut savoir que la facilitation de la capture du CO2 et des ions H+ par l'hémoglobine et la libération d'O2 ont lieu de façon concomitante, c'est-à-dire l'une provoque l'autre. L'augmentation de CO2 et d'ions H+ dans les tissus va faciliter la libération d'O2
à partir de l'hémoglobine et celle-ci va favoriser la capture de CO2 et d'ions H+. Et donc, ça nous fait un processus très très efficace pour le transport des gaz. L'hémoglobine réduite doit retourner au poumon pour se charger en O2. Le CO2 et les ions H+, chargés par l'hémoglobine dans les tissus à la suite de la libération de l'O2, sont de même transportés vers les poumons et les réactions qui ont lieu dans les poumons où le sang perd du CO2 au profit des alvéoles se produisent en sens inverse de celles qui ont eu lieu dans les tissus à la suite de l'entrée de CO2 dans le sang. Voici un schéma qui nous montre le transfert des gaz entre les alvéoles et le sang, et ainsi les tissus et la circulation sanguine. D'abord au niveau alvéolo-capillaire, nous avons une grande teneur en CO2 et une faible teneur en O2 au niveau du plasma et inversement au niveau des alvéoles. Et de ce fait, on aura un transfert du CO2 du plasma vers les alvéoles et de l'oxygène vers le sang. Et donc, on va avoir une ascension de la pression partielle en O2 et une diminution de la pression partielle en CO2. Et de ce fait, l'oxygène va entrer au niveau du globule rouge et il va se lier à l'hémoglobine et va provoquer ainsi la libération d'ion H+. Cet ion H+, va rejoindre les molécules de bicarbonate et former ainsi l'acide carbonique, libérant ainsi une molécule de CO2 et une molécule d'H2O. Donc, nous avons ainsi la carbhémoglobine qui va libérer son CO2. C'est parce que la pression partielle en CO2 va diminuer. Et d'autre part, au niveau des tissus, nous avons l'inverse qui s'effectue. Nous avons, les tissus vont faire le transfert du CO2 vers le sang. Donc une ascension du CO2 au niveau du plasma qui va s'associer lentement à H2O pour former l'acide carbonique et le bicarbonate après. Un ion H+, qui va se lier aux protéines plasmatiques. Au niveau des globules rouges, le CO2 avec l'acidité vont provoquer la désaturation de l'hémoglobine liée à l'oxygène et la libération de l'oxygène qui va rejoindre les tissus. Et ainsi, le CO2 va occuper l'hémoglobine libre pour former la carbhémoglobine. Les ions H+ peuvent ainsi former un complexe avec l'hémoglobine. En conclusion, l'appareil respiratoire contribue à l'homéostasie en prélevant de l'eau de l'environnement et en rejetant du CO2. Toutes les cellules de l'organisme ont enfin besoin d'assez d'eau pour oxyder les substrats énergétiques, donnant ainsi naissance à de l'ATP, qui est la principale source d'énergie utilisable par la cellule. Conséquence des phénomènes métaboliques générateurs d'énergie, de grandes quantités de CO2 sont produites et doivent être éliminées de l'organisme. Comme la combinaison du CO2 avec l'eau donne l'acide carbonique, H2CO2, qui va par la suite libérer un atome H+. Et donc l'élimination du CO2 par l'appareil respiratoire est importante pour garder un équilibre acide-base. Outre son rôle dans les échanges gazeux, le poumon a d'autres fonctions. Fonctions d'épuration, par exemple l'épuration de substances toxiques volatiles, par exemple les anesthésiques, ou alors des substances endogènes comme l'acétone. Nous avons des fonctions métaboliques comme l'équilibre acide-base et la phonation. On va finir par les notions de gazométrie artérielle, saturation artérielle en O2 et saturation pulsée en oxygène. D'abord, la gazométrie artérielle, c'est la mesure des gaz du sang, et donc pression partielle et saturation de ces gaz, et autres paramètres comme l'équilibre acide-base sur un prélèvement du sang artériel qui s'effectue généralement sur l'artère radiale.
La saturation artérielle de l'hémoglobine qui fait partie des examens de la gazométrie. Donc la saturation artérielle de l'hémoglobine en O2 mesurée sur un prélèvement artériel. Mais par contre, nous avons un examen non invasif qui est la saturation pulsée en oxygène. Un examen non invasif, rapide et simple qui mesure la saturation en oxygène du sang ainsi que la fréquence cardiaque et s'effectue grâce à un petit appareil doué d'un capteur et d'une source lumineuse appelé oxymètre. Cet examen n'est pas très fiable, mais il rend un grand service aux urgences permettant de façon rapide de détecter les cas graves. Et merci pour votre attention. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!